Bonjour à tous et bienvenue dans ces causeries de la pédagogie consacrée à l'enseignement à distance, l'EAD. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Marc Viret, enseignant-chercheur passionné et expert en pédagogie active appliquée à l'enseignement à distance. Alors que de plus en plus d'étudiants évoluent dans des environnements d'apprentissage virtuels, comment susciter leur engagement, maintenir leur attention et les accompagner efficacement? Jean-Marc partagera avec nous les clés d'une pédagogie numérique dynamique, entre interaction, activité engageante et rétroaction constructive. Préparez-vous à plonger dans les secrets de l'enseignement à distance et à découvrir des stratégies pratiques pour transformer l'expérience des apprenants où qu'ils se trouvent. Bienvenue dans ces causeries de la pédagogie consacrée à l'enseignement à distance. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux pédagogies actives en téléenseignement, aux interactions et rétroactions avec Jean-Marc Viret. Bonjour Jean-Marc Viret. Bonjour. Alors Jean-Marc Viret, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Marseille. Vous êtes par ailleurs président, donc secrétaire général de l'UNICIEL, qui est l'Université des sciences fondamentales, physique, mathématiques, l'Université numérique thématique nationale française. Alors Jean-Marc Viret, quel a été votre parcours pour arriver à vous interroger à ces pédagogies spécifiques à l'enseignement à distance? Alors en fait, je suis enseignant-chercheur et j'ai constaté dans les années 2005-2010 qu'il y avait un changement assez profond au niveau du public étudiant. Et je me suis lancé du coup dans les pédagogies actives après avoir vu ce qui se passait en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Et finalement, je me suis lancé dans ce qui s'appelle la classe inversée. C'était à ce moment-là pour mes étudiants présentiels. Et comme ça a relativement bien marché, je savais qu'il y avait beaucoup de soucis en enseignement à distance. Et comme vous verrez, il y a beaucoup d'aspects numériques dans ma classe inversée. Je me suis parti en expérimentation pour l'enseignement à distance et voir si on pouvait essayer d'augmenter les taux de réussite. Et voilà, il y a eu des résultats assez positifs aussi. Et c'est ce dont je vais vous raconter aujourd'hui. Merci Jean-Marc Viret. Alors évidemment, vous en êtes arrivé, vous l'avez expliqué, pour votre intérêt, c'est la réussite des étudiants. Vous êtes préoccupé de la réussite des étudiants dans des dispositifs d'enseignement à distance. Mais vous êtes parti d'un constat. Quels ont été les constats que vous avez faits avant de découvrir et de mettre en place, d'implémenter ces pédagogies actives? Alors, le premier constat, c'était la passivité des étudiants. Et j'ai envie de dire, qu'on soit en présentiel ou en enseignement à distance, on voit cette passivité et un vrai manque d'engagement. Donc, les cours magistraux, on s'ennuie aujourd'hui, il y a quasiment plus d'interaction. Mais ce qui a été terrible, c'est que même dans les travaux dirigés, on voyait que les étudiants attendaient les corrections. À partir du moment où on donne des corrections, ils les attendent et ils ne réfléchissent plus. Donc cette passivité était particulièrement problématique. Et finalement, en enseignement à distance, ce problème est renforcé par les conditions d'études particulières du public d'enseignement à distance et aussi par le côté isolement. Il y a beaucoup moins d'interactions humaines. Donc, j'ai envie de dire, l'enseignement à distance rajoute des difficultés à cette problématique. Et après, on constate un manque d'interaction à la fois entre les étudiants, mais aussi entre les étudiants et les enseignants. Donc finalement, quand je me suis tourné vers l'enseignement à distance, il a fallu que je me dise alors comment rendre actifs les étudiants et comment susciter des interactions entre eux et avec moi, leur enseignant. Alors Jean-Marc Viret, du coup, vous vous êtes intéressé aux sciences cognitives et elles jouent un rôle important dans vos méthodes. Comment influence-t-elle votre approche pour stimuler l'attention et l'engagement des apprenants? Ben, en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout enseignant ne peut pas passer à côté des résultats fondamentaux des sciences cognitives. Et en particulier, il y a quatre grands piliers qui sont promus par Stanislas Dehaene, qui est donc le premier pilier, c'est de réussir à susciter l'attention. Il faut absolument préparer corps et esprit à l'écoute, éveiller la curiosité des apprenants, l'envie de faire et favoriser la concentration.
Parce que souvent, on se plaint en disant, ah ben, on raconte quelque chose à nos étudiants, mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais en fait, la première chose, c'est que les oreilles soient ouvertes. Donc, le deuxième pilier, c'est vraiment favoriser l'engagement actif des étudiants, réussir à les mettre en activité. Et pour ça, il faut donner des tâches à réaliser pour développer les savoir-faire, les savoir-agir, les savoir-être, hein, développer les compétences, mais aussi pour entretenir la motivation. Donc c'est là où la notion d'activité, hein, c'est le deuxième pilier des sciences cognitives. Le troisième, c'est que la rétroaction, le retour sur erreur, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut pas se limiter à notre rôle habituel, notre posture d'enseignant, de transmetteur de savoir et d'évaluateur. Il faut comprendre que les jeunes générations maintenant ont besoin d'être accompagnées et il faut faire des retours sur erreur. C'est très important de montrer qu'il y a des vertus à commettre des erreurs, hein, que c'est normal de se tromper, mais par contre, quand on se trompe, il faut analyser pourquoi et ne pas recommencer la même erreur. Et très souvent, on néglige cet aspect rétroactif auprès des étudiants, et là, c'est crucial. Donc, merci aux sciences cognitives d'insister sur ce troisième pilier. Et enfin, le quatrième, c'est comment favoriser l'assimilation, ou en termes plus techniques, hein, en sciences cognitives, on parle de consolidation. Donc, c'est la mémorisation à long terme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, nous, enseignants, pour favoriser cette consolidation? Et donc, hein, derrière ces mots, il y a l'entraînement, l'automatisation, comment on réactive les connaissances et les savoir-faire. Et pour ça, on a différents outils pour permettre ces apprentissages en profondeur. Et les sciences cognitives nous disent qu'il y a vraiment deux méthodes plus efficaces que les autres. Et la première, c'est l'apprentissage par les pairs. Et donc, c'est là où je vais insister sur ces outils. Et aussi l'apprentissage espacé, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur les notions de façon régulière en mettant des temps d'espacement entre ces retours sur ces notions de plus en plus grands. Alors, Voilà. Alors, quatre piliers, nous allons y revenir. Alors, mobiliser les sciences cognitives, l'attention, l'engagement actif, mettre en activité, la rétroaction, les erreurs, l'importance effectivement, d'accepter et de faire en sorte que le dispositif d'apprentissage passe par l'expérimentation et les erreurs, et enfin l'assimilation, la consolidation, mais nous allons y revenir ultérieurement. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels les enseignants sont confrontés pour maintenir cette attention et l'engagement des étudiants à distance? Alors là, on va changer un petit peu de domaine de recherche. Et je vais vous parler des résultats de psychologie de l'enseignement, hein. Et en particulier, il y a un très bon livre d'André Tricot sur l'innovation pédagogique, hein. Ce que je vais raconter maintenant vient de cette source et qui est vraiment sur comment susciter l'intérêt des apprenants. Et pour ça, il y a une liste de choses qu'il est bon à connaître, hein. Et donc, par exemple, raconter des histoires, vraiment, c'est des choses qui interpellent, qui éveillent la curiosité, hein. Il faut aussi raconter la découverte des notions. Souvent, quand on fait de l'histoire des sciences, on parle de l'évolution des idées. Euh, Ça ne s'est jamais fait simplement. Donc, finalement, ces histoires sont à la fois dynamiques, intéressantes, ça vaut le coup de transmettre. Après, une autre chose aussi qui est pertinente à connaître, c'est que quand on est passionné, finalement, cette passion, la passion du prof, transpire et éveille l'envie auprès des étudiants. Après, il y a plein d'autres choses, donc je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais prendre toujours des exemples qui sont surprenants, atypiques, ou alors qui sont contextualisés, qui sont vraiment dans notre vie de tous les jours, ou réussir à avoir des choses très euh, euh, non ordinaires, hein, qui vont être comme des révélations, c'est important pour éveiller cette curiosité. Ensuite, il faut faire prendre conscience, hein, de la progression des étudiants, utiliser les centres d'intérêt des apprenants, hein, plutôt que celui de l'enseignant. Après, suivre un fil rouge ayant du sens pour les étudiants. Et on peut aussi utiliser la ludopédagogie, hein, la pédagogie par le jeu. Donc ça, c'est vraiment susciter l'intérêt. Mais
il faut bien comprendre qu'il y a des nuances entre intérêt, motivation et engagement. Souvent, quand on discute avec les collègues, on a l'impression que si on a suscité l'intérêt des apprenants, c'est gagné. Malheureusement, non. Par exemple, on peut être intéressé par le football et regarder tous les matchs de son équipe préférée, mais avoir aucune envie de jouer au football soi-même parce qu'on se sent pas très bon. Et on comprend que on peut pas devenir professionnel parce qu'on n'en a pas les compétences. Donc finalement, l'intérêt, c'est une chose, mais la motivation pour apprendre, c'en est une autre. Et donc l'intérêt, c'est la première étape pour susciter la motivation et de stratégie d'apprentissage. Et donc finalement, ce qu'il faut rajouter un intérêt pour motiver un apprenant, c'est la croyance de l'apprenant dans sa capacité à atteindre le but. Il faut que l'objectif, les objectifs d'apprentissage soient atteignables. Il faut qu'on soit dans ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Et donc finalement, ça veut dire que la confiance en soi de l'apprenant est cruciale. Donc il faut vraiment arrêter ce comportement, cette posture de certains profs qui rabaissent les étudiants, hein, qui montrent qu'ils ont fait des erreurs et qu'ils comprennent pas parce qu'ils travaillent pas assez. Peut-être qu'ils manquent de travail, mais finalement rabaisser un étudiant ne va jamais le motiver. Ça va casser sa motivation, même s'il a de l'intérêt. Donc, il faut penser à donner de la confiance, et c'est là où les rétroactions, vous allez voir, sont cruciales. Mais une fois qu'on a la motivation, ça n'est pas suffisant. Il y a encore une différence entre avoir de l'intérêt et être motivé et vraiment apprendre. Les sciences cognitives nous ont donné des informations, mais finalement, il faut réaliser que la nature de l'activité qu'on va faire aux étudiants est cruciale. La tâche doit être pertinente, elle doit être facile à mettre en œuvre. Hein, il ne faut pas qu'il y ait une charge mentale trop difficile. Par exemple, quand on fait des travaux pratiques, on a tendance à avoir un protocole expérimental qui a été prémâché pour les étudiants. Alors on dit que ça va être facile, mais si finalement ils ont 10 appareils de mesure à apprendre, hein, dont il faut qu'ils apprennent le fonctionnement, eh ben, ils vont être bloqués par ça et pas du tout sur les savoirs, les savoir-faire qu'on voulait faire travailler pendant l'épreuve, la séance pratique. Donc, il y a tout un tas de choses à comprendre sur la mise en œuvre, hein, la mise en activité. Il faut être réaliste et proche de ce qu'ils sont capables de faire. Et là, oui, on va avoir un engagement de la part des étudiants. Et donc, finalement, il y a aussi la scénarisation pédagogique là-dedans. Suivre un fil rouge est hyper important dans une séance d'apprentissage, avec un début clairement identifié, qui est le hors-d'œuvre qui donne envie de se lancer, des activités intéressantes pendant la séance, avec une progression, une utilité, on va dire, et pourquoi pas de l'amusement, du plaisir, et une fin où on va faire une ouverture qui va donner envie d'aller plus loin. Donc, Donc voilà. merci beaucoup, Jean-Marc. Je pense que c'est à écouter et réécouter ce passage, parce que susciter l'intérêt, c'est indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Et cette motivation qui va être basée sur la confiance, finalement sur la capacité à développer un sentiment d'auto-efficacité, que va devoir effectivement accompagner l'enseignant au travers de l'ingénierie pédagogique, on va dire de la conception d'un parcours pédagogique qui va favoriser cette motivation à apprendre et cette confiance en soi. Donc effectivement, pour cela, vous allez, j'imagine, et là on va commencer peut-être à parler de pédagogie active, vous allez utiliser des méthodes pédagogiques qui permettent eh bien, de mettre en œuvre ce que vous venez de décrire en termes de stimulation de la motivation. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans qu'est-ce qu'une pédagogie active. Alors, je vous parlais de classe inversée, hein, pour comprendre que la classe inversée est associée à un jeu entre, on va dire, présence, distance, synchrone, asynchrone, travail individuel, travail collectif. Donc, il y a toutes ces réflexions à avoir. Et donc, je vais vous parler de classe inversée au sens large, et puis
au fur et à mesure, on va aller sur qu'est-ce qu'on peut faire dans l'enseignement à distance, où finalement, il n'y a pas de rencontre physique, mais on peut faire du synchrone, on peut faire du collaboratif, il y a quand même plein de choses. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie active? Alors, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être synthétique, hein, en deux mots. Donc, la première chose, c'est que le cadre de travail doit être précis. On n'est plus dans l'enseignement traditionnel où on transmet les savoirs, on transmet des savoir-faire en TD et débrouillez-vous avec ça. Non, en pédagogie active, il faut un cadre. On va avoir une chronologie. Tout doit être réfléchi et pensé parce que sinon ça ne marche pas. Et ensuite, il faut avoir des objectifs très clairs associés à des activités présentielles ou distancielles, synchrones ou asynchrones, et tout ça en cohérence avec les évaluations qui doivent être à la fois formatives et sommatives. Donc finalement, euh, le premier changement profond, c'est que l'enseignement n'est plus transmissif, mais on va vers un enseignement qui est cadré, qui va être actif pour les apprenants. Donc nous, il y a un aspect euh, scénarisation qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut, dans son scénario pédagogique, hein, on va passer des programmes de savoir. Avant, on construisait les maquettes de formation en mettant finalement le programme des savoirs, l'enchaînement didactique des savoirs. Et maintenant, on parle de scénario pédagogique. Parce que justement, il faut se poser la question du rapport au savoir. Est-ce que c'est moi, le maître des savoirs, qui transmet en classe les savoirs aux étudiants? Ou est-ce que finalement, je peux utiliser d'autres formes de transmission? Par exemple, avoir une vidéo, avoir quelque chose à lire auprès des étudiants, hein. Je ne peux pas apprendre les définitions de la place des étudiants. Donc, quel est l'intérêt de passer 10 minutes en cours pour donner une définition? Ce travail, ils peuvent le faire à la maison. Donc, le rapport au savoir est quelque chose qu'il faut déterminer quand on conçoit son enseignement. Ensuite, quel est le rapport au rôle donné aux étudiants? Qu'est-ce que je vais demander? Est-ce que l'étudiant, c'est quelqu'un qui doit être assis sur sa chaise et qui doit m'écouter, moi, le maître des savoirs, ou est-ce que finalement c'est un partenaire actif et je vais lui donner des tâches où il va être un enquêteur de terrain, où finalement il va devoir aller chercher l'information et la critiquer? Est-ce que finalement je vais faire du travail en équipe où il va y avoir un animateur, il va y avoir un secrétaire, un scribe, un gardien du temps? Voilà, il faut que je me pose la question de quels sont les rôles des étudiants. C'est un partenaire actif. Et finalement, arrive naturellement la posture de l'enseignant. Hein, moi, aujourd'hui, je suis un guide, un accompagnateur d'apprentissage. Je suis un architecte quand j'établis mon scénario pédagogique, et puis du tout le maître des savoirs qui, au bout de 3 mois, 4 mois, va mettre un examen et les évaluer sans savoir ce qui s'est passé entre-temps. Donc, voilà, il y a ces grands changements à avoir. Ensuite, il faut aussi se poser la question des ressources. À partir du moment où on quitte la posture du transmetteur de savoir, donc le savoir va être externalisé, les étudiants vont devoir se l'approprier, et donc le numérique va devenir hyper important à ce niveau-là. Et donc, faut comprendre que l'enseignement à distance, ça n'est surtout pas un cours PDF déposé sur un environnement numérique de travail et les étudiants doivent se débrouiller. Là, on est encore pire que l'enseignement magistral où il y a au moins une relation physique entre l'entraînant et l'apprenant et un jeu de scène de l'enseignant qui peut capter l'attention. Là, on donne une ressource à lire, c'est une catastrophe, ou même une vidéo n'est pas suffisante. Il faut absolument associer des tâches à l'apprentissage. Et c'est là où, si vous voulez, on va avoir une évolution où on passe de ressources figées à des modules hybrides d'enseignement où on va mettre en activité les étudiants, même s'ils sont à distance. Alors, Jean-Marc Viret, je pense que c'est absolument essentiel, hein. C'est vrai qu'on prend le temps, et c'est pour ça que nous avons décidé d'ailleurs de faire deux causeries sur le contenu que vous proposez, tellement ces éléments-là sont absolument essentiels. Mobiliser des pédagogies actives dans le cadre de dispositifs va nécessiter, dans l'enseignement à distance, et pas seulement, ça pourrait être aussi en présentiel, des activités numériques. Alors, pourquoi utiliser des activités numériques ? Alors, souvent, hein, je vous avoue, moi, quand j'ai commencé, je méprisais le numérique. Pourquoi? J'avais l'image du QCM. Et en me disant, mais
le numérique, ben non, on va jamais pouvoir vérifier l'argumentation des étudiants. Et puis, j'exige aussi une capacité rédactionnelle au niveau de mes étudiants. Il faut qu'ils puissent expliquer leurs idées, leurs raisonnements. Non, avec le numérique, je vais pas pouvoir faire ça. Et c'est vrai, on ne peut pas faire ça avec le numérique, en tout cas avec les corrections automatiques. Donc, euh, est-ce qu'il faut s'arrêter là et jeter le numérique à la poubelle? Non. Je me suis rendu compte, moi, hein, que c'était bien beau de donner des ressources de cours à étudier à la maison, mais ça suffisait pas. Alors, ce que je faisais en présentiel, c'est que j'avais des boîtiers de vote avec des petits QCM pour être sûr qu'ils avaient appris les définitions avant de venir en séance. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça me prenait 20 minutes, 30 minutes sur ma séance, et j'ai voulu gagner ce temps. Et c'est que là, je suis passé à des tests sur Moodle à faire avant de venir en séance pour vérifier qu'ils avaient bien fait les tâches amont, on va dire, de la séance présentielle. Et finalement, si vous voulez, le test numérique basé sur des questionnaires, c'est l'activité numérique la plus simple qu'on puisse mettre en œuvre et qui finalement pousse les étudiants. Mais vous allez voir, on peut être beaucoup plus riche que ça dans l'utilisation du numérique. Mais en tout cas, voilà comment moi je m'y suis mis et j'ai compris tout un tas d'avantages et au point aujourd'hui, hein, comme vous l'avez vu, je suis devenu le secrétaire général d'UNICEL, c'est-à-dire je favorise l'usage du numérique à tous les niveaux, l'hybridation des enseignements, parce que plus on va utiliser le numérique, les étudiants aiment ça, hein, et ça va permettre de cadrer ce travail à la maison, ce qui est difficile. Hein, aujourd'hui, la plupart des étudiants, ils viennent en cours et pour eux, c'est terminé. Le loisir est tellement important que travailler à la maison, c'est quelque chose de très compliqué. Et si on ne les a pas motivés, si on ne les a pas engagés, on n'y arrive pas. Voilà. Donc en fait, on Donc, revient sur ces questions d'intérêt, susciter l'intérêt, la motivation et puis ensuite la confiance. D'ailleurs, les pédagogies basées sur le jeu ludique, vous présentiez effectivement susciter l'intérêt avec des activités ludopédagogiques, c'est effectivement relativement ou très efficace même pour susciter la motivation. tout à fait. Moi, par exemple, si on est sur la ludopédagogie, je fais des activités de type jeu sérieux en début de séquence d'apprentissage pour voilà, susciter la motivation, pour faire un brise-glace. Par exemple, quand je vais lancer le travail en équipe de mes étudiants pour la première fois, il y a une activité brise-glace qui est plutôt ludique pour que les gens se connaissent et finalement établir une émulation positive entre pairs pour qu'ils s'engagent mutuellement. L'émulation est hyper importante en présentiel comme à distance pour qu'ils s'engagent. Et le numérique nous permet de faire des choses diversifiées à distance. Donc voilà, donc premier avantage fondamental du numérique, c'est qu'on peut mettre les étudiants au travail à la maison. Et pour ça, il y a plein d'outils, on y reviendra plus tard. Le deuxième avantage crucial du numérique est finalement qui est un avantage qu'on ne peut pas faire nous, êtres humains, sauf si on était dans un cadre de cours particulier. C'est la rétroaction immédiate. Le fait de pouvoir que la machine puisse instantanément fournir une rétroaction quand on commet une erreur, c'est important. Parce que plus le délai, le temps qui sépare l'instant où on commet l'erreur et l'instant où on amène une rétroaction pour corriger cette erreur, plus ce temps est long, plus la rétroaction est inefficace. C'est vraiment ce qu'ont montré les sciences cognitives. Plus c'est immédiat, plus c'est efficace. Eh bien, la machine peut le faire. Si on a bien réglé les paramètres de nos tests, hein, si je reste sur cet exemple d'activité numérique, si vous êtes en feedback immédiat, l'étudiant y répond et instantanément, il peut voir s'il a fait juste, s'il a fait faux, et on peut lui donner tout un tas d'indications. On reviendra sur les différents types de rétroaction après. Mais cette immédiateté est cruciale. Alors comment on le fait, nous, d'habitude? C'est en TD, avec les étudiants qui travaillent, on voit qu'ils se trompent, et on leur dit, ah non, là, tu t'es trompé, et on peut amener ce feedback immédiat. Mais je vous pose la question, combien d'étudiants réfléchissent vraiment au problème qui est posé dans les séances de TD? Moi, je préfère aujourd'hui une machine qui va être immédiate. Et bien sûr que je fais mes TD en présentiel, mais à distance, c'est autre chose.
Alors après, les autres avantages, je vais aller un petit peu plus vite, hein. Donc, c'est les gains de temps pour les enseignants quand on est utilisateur. La correction automatique, moi, je vous avoue, j'adore, hein. J'ai beaucoup moins de copies à corriger, alors que mes étudiants travaillent plus. Tout est gagné. Mhm. L'idée aussi, c'est d'exporter à distance tout ce qui est facile et de se concentrer sur des tâches difficiles en présentiel. Alors, si on parle d'enseignement à distance, ben moi, ça va être du travail en équipe, par exemple, où les tâches les plus difficiles vont être faites dans un cadre synchrone entre étudiants. Ensuite, on peut mettre aussi en place des activités de remédiation, c'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est l'individualisation des parcours, la différenciation, ce qui permet, nous, aux enseignants de gérer l'hétérogénéité de notre public. Et puis finalement, on peut même aller avec des progressions adaptatives, hein. L'activité leçon de Moodle permet de faire des bifurcations et d'avoir une arborescence d'évolution dans l'activité qui dépend du niveau de l'étudiant. On peut faire ça avec des parcours conditionnels entre tests. Et puis, on a par exemple l'algorithme PIX qui nous permet aussi de faire un parcours adapté. Et puis, l'intelligence artificielle va nous ouvrir un champ des possibles énorme. Donc, voilà, la remédiation, l'individualisation, le numérique permet de le faciliter. Et finalement, on change les méthodes de travail. En utilisant le numérique, on peut mettre de la diversité dans les types d'activités. Et ça, c'est très bon pour l'auto-formation et pour aussi l'auto-évaluation. Donc finalement, les étudiants, vous allez voir, ils apprécient de travailler sur une machine et ils vont travailler plus facilement. Bien entendu, il faut qu'ils voient le gain, hein. Eux, ils préfèrent aller regarder une vidéo, un manga en vidéo, plutôt que de travailler. Mais s'ils ont vu que la machine leur apporte quelque chose, ils vont y aller spontanément. Ça permet de renforcer les pratiques, ça permet d'insister, par exemple, sur les points clés du cours. C'est une sorte de rappel. Et puis, on peut adapter nos séances en fonction des résultats des étudiants. Donc là, on est dans le test diagnostic et en fonction des résultats des étudiants sur leurs prérequis, on peut aller plus ou moins vite dans nos séances. Donc finalement, tout ça, c'est un gain de temps pour les séances, hein. Ça intensifie les séances de travail, les échanges entre étudiants et les échanges entre étudiants et enseignants. Et tout ça, ça permet aussi, quand on réfléchit à la scénarisation du numérique au sein de son scénario pédagogique, on renforce l'alignement pédagogique. On a là donc, Jean-Marc Viret, on a donc là un gain qualitatif malgré tout de ce que l'on comprend au travers de descriptions que vous faites des activités numériques, qu'elles soient d'ailleurs, elles peuvent être en ligne ou même en présentiel. C'est-à-dire que l'activité numérique, elle est intéressante pour susciter cet engagement de l'étudiant et donc favoriser sa réussite. Comment est-ce que vous parliez de la rétroaction comme un des éléments fondamentaux? C'est fondamental pour vous de mettre en œuvre des process de rétroaction, mais qui sont, plus ils sont instantanés, si j'ai bien compris, et meilleur c'est d'un point de vue cognitif. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut parler de rétroaction. Donc souvent, on parle de retour sur erreur, mais je voudrais commencer par le succès, hein. Je vous ai bien dit que la confiance en soi, le fait que l'apprenant va se sentir capable de réaliser la tâche est crucial. Et donc, quand il y a des réussites, il faut féliciter, il faut encourager la poursuite des efforts et trop souvent, on l'oublie sous notre vernis d'exigence. Souvent, on va considérer que c'est normal de réussir. C'est le fruit de vos efforts, vous devez le comprendre par vous-même. Eh ben non, aujourd'hui, on a une génération qui a de plus en plus besoin, hein, d'empathie. Et finalement, cet aspect de féliciter va permettre d'encourager les efforts. Donc c'est crucial. Pensez toujours à dire bravo à vos étudiants qui réussissent. Ensuite, bien sûr, eh ben, c'est une communauté d'apprenants et ils ont du mal, hein, selon les matières qu'on leur enseigne, hein. Moi, j'enseigne la physique. Vous comprenez que c'est quand même une des matières qui fait le plus peur aux étudiants. Et donc, faut comprendre que souvent, quand on voit des machines, hein, qui permettent l'apprentissage, vous allez voir que la rétroaction, le feedback qu'on voit le plus souvent, c'est de savoir si ce qu'on a fait, c'est juste ou faux. Mais il faut comprendre que ça ne suffit pas. Alors, ça peut suffire pour nos très bons étudiants. Les très bons étudiants, quand ils ont compris, on leur dit c'est faux et qu'on leur donne pas d'autres indications,
ça va un peu les vexer, mais ils ont du challenge en eux. Ils veulent y arriver. Et donc, ils vont s'acharner jusqu'à trouver par eux-mêmes. Mais plus de 90% de nos étudiants ne sont pas comme ça. Et donc, si d'un coup c'est faux et qu'on leur dit rien d'autre, leur réaction c'est de dire, ah ben oui, mais moi, on m'explique pas, je sais pas comment faut faire. Ah ben c'est une machine pourrie, ça m'intéresse pas. Et donc, on génère de la frustration. On fait perdre de la confiance et finalement, on démotive. Tout le contraire de ce qu'on veut. Donc, il faut comprendre que la machine a ce côté ingrat, c'est que ça n'est pas humain. Donc, si la machine est mal configurée, on va avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait. Donc, finalement, il faut aller dans le détail et comprendre qu'il y a plein de types de rétroaction en cas d'erreur. Donc la première rétroaction, c'est ce que j'appelle la rétroaction de type erreur, où on va informer l'étudiant de ce qu'il ne faut pas faire. Si on raisonne sous Moodle, une question, vous avez ce qu'on appelle le feedback spécifique. Donc je prends toujours l'exemple du QCM parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Vous avez les bonnes propositions, les propositions correctes, et puis vous avez les propositions incorrectes, ce qu'on appelle des distracteurs. Et bien après chaque distracteur, idéalement, il faudrait faire une rétroaction de type erreur, où on sait pour quelle est l'erreur typique des étudiants qui a donné cette mauvaise réponse. Eh bien, il faut faire une rétroaction en disant ça, faut pas le faire parce que c'est un mauvais raisonnement pour telle et telle et telle raison. Donc ensuite, l'autre rétroaction indispensable, c'est la rétroaction de type correction détaillée, où on va vraiment rentrer dans toutes les étapes du raisonnement, comment on lit l'énoncé, comment on l'analyse, à quelle connaissance ça fait appel, où on va modéliser le problème, on va le mettre en équation, on va le résoudre et après on va l'évaluer. Donc il y a tout un cheminement pour résoudre un problème. Eh bien ça, faut l'expliquer dans la correction détaillée. Mais on peut avoir une rétroaction intermédiaire, surtout si on pose des questions à haut niveau cognitif. Je ne sais pas si vous connaissez la taxonomie de Bloom, où on va classer la tâche des apprenants en fonction de la difficulté cognitive, comment il faut mobiliser son intelligence. Et souvent, on voit le QCM pour savoir s'ils ont appris les définitions. Ils sont capables de faire l'application simple de la définition. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus haut. On peut vraiment aller sur de l'application de haut niveau, sur de l'analyse, sur de la synthèse. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir dans la bonne réponse. Ce qui fait qu'on peut faire une rétroaction de type indice. Moi, j'utilise ça justement dans mes activités leçons pour faire de la différenciation. Quand l'étudiant se trompe une première fois, eh ben, je lui donnais des indices sur les différentes étapes cruciales du raisonnement pour pouvoir répondre à la question. Et donc, je repose la question après lui avoir donné ces indices. Et là, s'il fait juste, eh ben, il passe à la question numéro 2. Par contre, s'il fait faux, ça veut dire que les indices n'ont pas été suffisants. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Soit je donne la solution détaillée, soit je fais partir sur des branches secondaires de la machine où on va avoir un questionnement, un fractionnement du questionnement pour que ce soit plus facile et que l'étudiant puisse mettre le point sur la chose qu'il n'avait pas comprise. Merci beaucoup Jean-Marc Viret. Donc la force de la rétroaction, c'est le titre de la diapo. Nous y reviendrons dans une prochaine causerie puisque nous allons poursuivre cet échange. Cette première causerie nous permettait de planter le décor, de poser les principes et on voit à quel point il est nécessaire de monter en compétence aussi du côté enseignant, du côté de la connaissance de ce que sont les pédagogies actives, les sciences cognitives, l'apport des sciences cognitives, et en particulier pour l'enseignement à distance, pour avoir des étudiants engagés, motivés, éviter les erreurs qui vont entraîner de la motivation, de la perte de confiance en soi. Bref, tout un programme. Donc rendez-vous très prochainement, très vite d'ailleurs, pour la deuxième causerie sur le téléenseignement et les pédagogies actives. À très vite Jean-Marc. Merci.